Le bonheur était pour demain. Et donc, c'est un livre qui a été écrit par Philippe Biouy. Je sais pas si tu connais ce gars, Georges. C'est un ingénieur spécialiste des low-tech, non? Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. C'est le mec, je sais pas, tu sais, je le place dans la même catégorie que Jean Covici. En gros, il fait des apparitions à Thinkerview aussi, il est cool. C'est comme ça que je l'ai connu et en effet, il a fait un livre assez connu qui s'appelle «L'âge des low-tech». Mais du coup, on va pas faire ce bouquin-là, on va faire «Le bonheur était pour demain», qui est, son livre le plus récent, en fait. Et donc, voilà, le gars était cool. Je me suis dit, on pourrait faire un livre, un livre récent qu'il avait écrit et ce livre, il révolutionne pas tout, mais moi, il m'a fait kiffer, notamment parce qu'en gros, dans ce livre, il y a, hem, le graphique, peut-être, ou je sais pas, la stat, en gros, la plus triste que j'ai jamais vue sur ce sujet des low-tech et de l'écologie et de l'environnement. Et donc, je sais pas, du coup, ça m'a marqué, quoi. Et heu et le reste, ça va être assez classique, mais ça va être intéressant. Et le mec, tu un peu de contexte sur lui, genre qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient? Non, on sait pas. Bah, en gros, c'est ce que tu as dit, ouais, c'est qu'en gros, il est ingénieur, je crois il a fait Central Paris et juste, voilà, bah, c'est un ingénieur, qui est spécialisé dans, bah, comme tu as dit, quoi. Il parle de, OK, technosolutionnisme, de low-tech, limite à la croissance, des choses comme ça, quoi. OK. Voilà. Donc, dans son livre là, «Le bonheur était pour demain», donc il va nous emmener dans 10 promenades, donc c'est joli, c'est c'est le nom des chapitres, donc un chapitre, c'est une promenade et en gros, je sais pas, en fait, il y a 2 parties. Il y a une première partie où en gros, il va essayer d'avoir une réflexion sur le passé et sur le présent et une deuxième partie où il va essayer d'avoir une réflexion sur le futur. Donc c'est relativement, bien découpé et donc voilà, bah, on va faire ça. Est-ce que tu es chaud pour découvrir ce personnage un peu plus en Ça détail? marche. Yes. Donc, bah, la première partie qui est, du coup plutôt les réflexions sur les temps passés et les temps présents. Il va tomber dans sa première promenade, qui est de parler, tu sais, il y a ce on oppose souvent, technosolutionnisme à, ce qu'on appelle, les prophètes de malheur. Tu vois? C'est un débat qui est en gros, toujours d'actualité aujourd'hui. Je sais pas si tu vois à peu près ce que c'est en gros? Oui. Ouais, Bon, en gros, c'est ceux qui disent, on va résoudre, les problèmes écologiques et autres par du progrès technique et d'autres qui disent, bah, il faut arrêter, ça exactement. va pas marcher. Ouais, c'est ça. Voilà, donc lui, il cite 4 grandes tendances, du technosolutionnisme. La première, c'est de dire, les ressources sont infinies, on a de l'hydrogène, on va exploiter de manière massive les énergies marines, il y a la fusion nucléaire, on va capturer les astéroïdes quand on n'aura pas assez de matières premières. Donc ça, c'est un des grands axes du technosolutionnisme. Il y en a un deuxième, c'est de dire que le travail va disparaître, que les robots, seront nos esclaves avec, l'horizon ultime étant, les nanorobots. Le troisième axe, c'est de dire, que, en gros, l'humanité sera augmentée et que notamment à un moment, tu sais, l'intelligence artificielle, elle va subir, ce qu'on appelle la singularité. Tu sais, on en avait parlé et en gros, Ouais. c'est le moment où, vu que le code, il est capable de s'améliorer, lui-même, tu as une espèce d'explosion d'intelligence complètement exponentielle et donc voilà, c'est aussi, un des points du technosolutionnisme qui est souvent évoqué. En gros, les humains vont être capables de devenir des sortes de dieux. Et le quatrième point qui est central pour moi, c'est le fait de dire, tu sais, on va réparer les dégâts. C'est-à-dire que tous les trucs qu'on a pollués, tous les trucs qu'on a mal fait et tout, en gros, on va s'en accommoder, on va dépolluer les océans, on va capturer le CO2, tout ça, c'est un grand axe, quoi. Et donc, bah, lui, il dit que toutes ces croyances, elles sont apparues naturellement. Déjà, bah, parce qu'en fait, enfin, je sais pas, le monde, il fait que aller mieux, de mieux en mieux au premier abord. On est plus riche, on est en meilleure santé. Donc c'est pas illogique de raisonner en disant que ça va continuer comme ça, à l'infini. Mais lui, il dit qu'il y a eu un événement marquant et ça a été la publication de l'ouvrage, tu sais, bah, les limites à la croissance. Donc pour info, Ouais. on a traité ce livre dans un épisode précédent et donc ça a été, le premier lancement d'alerte pour essayer de le 1er lancement d'alerte qui a un peu remis en question ces histoires de technosolutionnisme.
Et donc, voilà, il dit qu'à la publication des limites à la croissance, les partisans de la corne d'abondance deviennent hystériques. Les économistes s'acharnent à démontrer que les sorties du modèle sont fausses. Et un certain William Nordhaus règle le problème en introduisant dans le modèle mathématique une technologie encore à découvrir, complètement propre, puisant dans des ressources infinies. Voilà, donc c'est Le cheat code. non, mais c'est marrant, mais c'est des arguments qui sont encore utilisés aujourd'hui. Alors, c'est pas dit de manière aussi conne, tu vois, mais Ouais, enfin, bon, les gens ont un peu ça en tête aussi quand même, hein, enfin, ouais. voilà. Donc, première promenade, c'est en gros description de ce débat. Le débat se transforme donc en doomsdayer, prophète de malheur contre cornucopien. Un débat entre grincheux et optimiste qui dure toujours aujourd'hui. Enfin, voilà. Des choses qu'on connaît. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu viens de me montrer. Genre, tu venais de me montrer des gens qui avaient envahi l'AG de BNP Paribas, c'est ça? Ouais. Des mecs qui font de la Et, désobéissance civile et et du que coup, ça. gang qui interrompt les AG des boîtes qui financent des projets d'hydrocarbures, donc notamment des banques ou Total, etc. Et ouais. Et du coup, ça me fait penser, je sais pas, les gens qui ont interrompu ce truc-là, ça avait l'air d'être les relous, les grincheux, tu vois. Et les autres, les Ouais. vieux qui étaient assis dans la salle, c'était entre guillemets les optimistes, tu vois. Je sais pas pourquoi ça. Je trouve que ça reflète pas mal le truc. Ouais. Deuxième promenade de Philippe Biouy. Quels sont les freins à la cornucopie? Donc, il va aussi citer quelques promesses qui devaient arriver bientôt, mais qui semblent s'éloigner de plus en plus. Donc, la voiture volante de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, la fusion nucléaire, l'immortalité aussi. Et lui, il cite même les étapes intermédiaires de l'immortalité qui n'arrivent pas, comme empêcher la calvitie. Parce que Philippe Biouy, il a pas beaucoup de cheveux, donc j'imagine que c'est un clin d'œil à sa personne. Et en fait, il cite une vision qui commence à se populariser, que je trouvais intéressante, qui était la vision de, je sais pas si tu vois qui c'est, Peter Thiel aussi. Ouais, c'est le mec qui a cofondé PayPal avec Elon Musk. Ouais, Puis ensuite qui a fondé Palantir, qui est une boîte de surveillance et de sécurité. ouais. Donc qui vend ses services au gouvernement notamment pour surveiller la population ou lutter contre le terrorisme. C'est en fonction de ton prisme d'analyse. Et c'est un des principaux penseurs et financeurs de la Silicon Valley. Et Il est connu comme étant un très gros, enfin un libertarien un peu chevronné. ouais, Donc typiquement, il soutient Donald Trump. Enfin, contrairement à la doxa dominante dans la Silicon dans la Valley, tech, qui est ouais. c'est plutôt des démocrates en général. Mm. Lui, il est plutôt trumpiste, libertarien. Et en fait, lui, il a une vision qui commence à se populariser, qui est intéressante, qui est de dire en fait que il y a eu un arrêt de la physique en 1970. Et en gros, lui va t'expliquer que depuis 1970, en fait, on n'a pas vraiment inventé grand-chose de nouveau. Et donc, en gros, il dit que si tu enlèves les écrans d'un appartement en 2020, ça va être compliqué de faire la différence entre un appartement de 2020 et un appartement de 1970. Et donc, en gros, ce qu'il te dit, c'est un transistor, ça reste un transistor. Un moteur électrique, c'est un moteur électrique. Un avion, c'est un avion. Et en gros, depuis 1970, on n'a pas trouvé quelque chose de beaucoup plus malin que de brûler des hydrocarbures. En gros, lui, il dit on est toujours à l'ère du charbon, quoi. Et il dit notre siècle est celui des innovations timides, incrémentales. Enfin, tu vois, je sais pas si tu te retrouves dans ce qu'il dit, je trouve ça intéressant. Après, c'est intéressant, mais je trouve ça facile de faire abstraction d'Internet, quoi. Il fait abstraction Parce que, d'Internet, en gros, du laser et de la micro-informatique. Ouais. En gros, il fait abstraction des quelques trucs qui sont pas incrémentaux et il dit or ces trucs-là c'est incrémental. Bah oui, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Genre en gros, c'est normal qu'il n'y ait pas tous les 2 jours une innovation qui soit vraiment marquante et qui change et qui fasse modifier un paradigme, tu vois. Et donc effectivement, peut-être que dans le siècle dernier, il y en a eu 2-3. Mais c'est suffisant, quoi. Non, je sais pas, il en veut combien, le Peter? Non, je sais pas. C'est difficile de se mettre à la place des gens, tu sais, qui avaient la croissance à 5% et qui vivaient à l'époque où, en gros, on était en train de tout inventer à balle. Donc, c'est difficile de comparer. Mais en gros, tu vois, je vois le point qui est de dire que, en gros, aujourd'hui, on est toujours à brûler des hydrocarbures, en fait. Enfin, tu vois, genre, on n'a pas vraiment révolutionné quoi que ce soit.
Euh, et lui, il parle d'un effet Star Wars 7. En fait, tu fais un copier-coller du premier et tu prends pas vraiment de risque. Et en gros, il dit bah, le risque, c'est uniquement pour les nouveaux, ceux qui sont bien installés, donc les vieux, eux, ils vont pas prendre de risque, quoi. Donc, il décrit ça un peu comme ça. Ouais. Et Oui, bah après, là où il a. Enfin, oui, oui. Moi, je sais pas, je trouve ça un peu anecdotique, sa réflexion, mais effectivement. Enfin, peut-être que sur le domaine énergétique, il n'y a pas eu de révolution majeure, et c'est un peu en cours maintenant avec les renouvelables. hmm. Mais c'est vrai que, hors du domaine énergétique, il y a quand même eu des évolutions majeures, à mon sens. Ouais. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Enfin, en tout cas, du coup, ça, c'est cité dans la deuxième promenade comme un premier frein à la cornucopie, à ceux qui sont pour la croissance Oui, infinie. C'est juste de dire, enfin, chill, tu vois. En fait, on n'a pas oui, révolutionné quelque chose, quoi, non plus, à ce niveau-là. Et donc, peut-être que c'est du coup qu'au niveau de l'énergie, comme tu dis, mais bon, ok. Euh, donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est intéressant, au-delà du truc de Peter Thiel, c'est il va évoquer l'inertie de notre système. Donc, encore une fois, il dit qu'on a l'impression de vivre dans l'innovation constante et qu'il y a tout le temps des innovations de ouf. Mais en fait, notre système, il reste basé depuis très longtemps sur des grands macro-systèmes, selon lui. Donc, tu vois, on a des centrales, on a des réseaux électriques, on a des pipelines, des raffineries, des routes, des voies ferrées, des ports, des stations de traitement de l'eau, qui sont des choses quasi immuables qui mettraient des décennies à bouger si tu voudrais changer les trucs. Et donc, typiquement, tu peux citer, tu sais, l'exemple des voitures électriques. Tu sais, toute l'énergie qu'il faudra mettre pour switcher de l'essence à l'électrique, en fait, elle est juste phénoménale. C'est-à-dire qu'il faut changer, enfin, faut mettre des prises ouais, électriques dans les parkings. Heu Lui, il rajoute, il te faut une autre voiture à essence quand tu pars en vacances. Il dit que c'est 50 à 100 000 € pour une borne de recharge rapide électrique, alors que c'est 10 000 pour une borne à essence. Une pompe à hydrogène, c'est 1 million, tu vois? Donc en gros, il dit qu'il y a une certaine forme d'inertie et que c'est pas parce que tu as trouvé la technologie de demain, en fait, que tu vas pouvoir changer toutes les infrastructures facilement pour t'y adapter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Non, ça c'est vrai. Et ça, pour le coup, peut-être qu'on se rend pas compte parce qu'on voit le bout de la chaîne, Ouais, en général, dans la délivrance d'un produit ou d'un service. ouais. Mais c'est vrai que, genre, même si tu as une innovation majeure qui fait que si tu l'adoptais, l'innovation, ce produit ou ce service, il pourrait moins polluer ou être fait à moindre coût. Mmh, Effectivement, tu as des trucs qui sont assez lourds. Enfin, ça dépend des domaines. mmh. Mais tu as des domaines qui sont assez lourds et du coup, tu as effectivement une inertie. Bah, c'est ça, c'est ça. Voilà. Il dit, et du coup, pour répondre aux haters, tu vois, il dit: «OK, internet, ça s'est développé très vite, mais en fait, ça s'est rajouté par-dessus un réseau qui existait, quoi», selon lui. Oui, Mmh, exactement. voilà. Tu vois, genre, c'est comme. Enfin, j'en sais rien, mais plus l'industrie est lourde, plus elle implique des parties prenantes variées, différentes, et plus, en gros, plus la chaîne de valeur elle est distribuée, Mmh. et plus c'est dur de changer, tu vois, j'imagine. Mais tu vois, c'est assez parlant, le truc pompe à hydrogène, c'est 1 million, il dit, tu vois? Enfin, Ouais, juste, si ouais. si c'est vrai, c'est la folie quand même. Tu vois, genre, c'est comme. Enfin, oui, en gros, c'est plus. Ouais, en fait, c'est plus une industrie capitalistiquement intensive. Mmh. C'est-à-dire, plus elle est lourde, plus elle requiert des capitaux, plus je pense qu'il y a de l'inertie, quoi. Tu vois, genre, typiquement, le train, tu vois, Mmh. c'est très lourd en termes d'infrastructure, Ouais, je vois machin. ce que tu veux dire. Même si on avait un train de ouf qui consomme beaucoup moins, qui va beaucoup plus rapidement, etc., si tu dois changer toutes les rails, c'est quand même relou, tu vois. Ouais, Tu vois ouais. ce que je veux Non, dire? mais c'est exactement ça, c'est exactement son point et ça, on l'a pas forcément en tête. Donc c'est le deuxième élément, donc on a dit, bah, 1er élément, c'était, on n'a pas révolutionné la physique depuis longtemps. Deuxième élément, c'est on a quand même des choses qui demandent une certaine inertie, sur plusieurs dizaines d'années, potentiellement en termes d'ordre de grandeur. Ensuite, il va rappeler, que notre économie, est pas du tout dématérialisée. Il dit: «Notre économie n'a jamais été autant matérielle». Je vais pas m'étendre dessus Et parce qu'on après, ouais, vas-y. Après, juste, moi, je vais revenir sur on n'a pas révolutionné la physique depuis longtemps. Enfin, ça dépend sur quand tu te places, tu vois. Genre, effectivement, en gros, genre, peut-être que pendant 2000 ans, on n'a pas enfin, pendant longtemps, on n'a pas trop révolutionné la physique, Mmh. jusqu'à, genre, la révolution industrielle ou autre, tu vois. Mais, genre, enfin, à l'échelle de l'homme, genre, je sais pas quand est-ce qu'il se place. La dernière révolution, il la place à 1970, tu vois. 50 ans, c'est pas énorme non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, si on révolutionne la physique tous les 100 ans, c'est déjà pas mal, quoi. Bah, en fait, c'est pas incompatible avec ce que tu dis. C'est que si on révolutionne la physique, tous les 500 ans, c'est pas mal aussi. Mais en Ouais, fait, c'est juste, qu'il y a des gens, je pense, qui ont en tête que la physique, elle est révolutionnée, oui, constamment et que du coup, c'est ça oui, qui va nous sortir de la merde. oui. Tu vois? Bon, bah, voilà, ça revient au truc, voilà. Oui, en gros, ce qu'il dit, c'est que globalement, le progrès, il est plutôt incrémental. Et le progrès qui est non incrémental, il a une occurrence quand même assez faible. Ouais, 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 c'est ça. Donc après pour, le rappel que notre, économie est pas du tout dématérialisée, en fait, elle est très matérielle. On a fait tout un bouquin dessus qui s'appelle, «L'enfer numérique» de Guillaume Pitron. Du coup, ouais, bah, en gros, tu sais, tu des camions qui amènent la bouffe, le numérique s'appuie sur une infrastructure gigantesque, terminaux, serveurs, bornes Wi-Fi, antennes, tout ça, tout ça. 10 de l'électricité mondiale consacrée au numérique, plus la pléthore de métaux rares qu'on connaît. Voilà, donc ça je pense que je vais passer assez vite dessus et enfin, il parle d'une première notion, fondamentale. Il dit: «Plus vite les politiques auront compris ça, mieux ça sera pour tout le monde». C'est, le concept de l'effet rebond. Je sais pas si tu peux rappeler, ce que c'est, si tu as ça en tête? Ouais, l'effet rebond, en gros, c'est que tous les gains de rendement énergétique que tu fais en général sur une technologie donnée. Donc par exemple, tu vois, si on prend l'exemple de la 5G, en gros, tu peux le débit, le nombre de mégas que tu peux bouger d'un endroit à l'autre, ou le débit que tu peux bouger, il augmente pour une consommation énergétique plus faible. Donc ça, par exemple, c'est le rendement des technologies wireless. Ou Mmh. tu peux avoir, par exemple, le rendement d'une voiture, tu peux faire plus de kilomètres avec la même quantité d'essence. Ou tu peux avoir, donc ça c'est ce qu'on appelle le rendement. Et en gros, les gains de rendement réalisés par le progrès technique sont systématiquement compensés, voire surcompensés, par le surplus d'usage, par les adaptations des comportements. Donc Ouais. en gros, ça dit quoi? Ça dit que si ta voiture, elle va plus loin avec une même quantité d'essence, bah tu vas avoir tendance à plus te déplacer Ouais, les gens, ils font juste aller qu'auparavant. plus loin, quoi. Euh, ou d'aller plus loin. Mmh, mmh, mmh. Même chose avec ton téléphone. Si ton téléphone il est plus rapide, en gros pour une charge de batterie, j'en sais rien, tu vois. Mmh. La navigation sur Internet elle est plus rapide ou ta batterie dure plus longtemps, mais en fait tu vas avoir tendance à plus utiliser ton téléphone et à plus utiliser Internet. Mmh, mmh, mmh. Et OK. ça s'observe dans plein de domaines. Enfin, ça s'est observé empiriquement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça fait empiriquement à de nombreuses reprises. Mmh. Yes, bah, c'est ça et lui, il rajoute que, l'abondance pour tous est impossible parce que en gros, les gens ont des désirs extensibles à l'infini, dans le sens où, bah, quand tu es riche, tu veux impressionner les riches et les pauvres veulent imiter les riches et en gros, enfin, en gros, le le principe, c'est d'avoir plus que les autres, c'est pas juste, d'avoir, assez, quoi, en fait. Donc Oui, c'est ça. mmh. Et ça, c'est un truc intéressant. Peut-être qu'un jour, on fera un bouquin là-dessus, sur un peu les ressorts psychologiques du bonheur et ça rejoint un peu Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, dans le sens où Mmh. qu'est-ce qui nous reste de notre cerveau reptilien et qu'est-ce que le darwinisme a produit comme envie chez nous, tu vois. Parce Mmh. que, en fait, tu vois, je pense qu'il y a un truc à analyser dans le mode qu'est-ce que des générations de sélection naturelle ont produit chez nous. Et je pense, tu vois, des produits de ça, c'est que on se compare un peu continuellement, tu vois. Ouais, c'est ça. Euh, Et bah, du et coup, ce truc-là, ça fait que vu que tu as envie d'avoir plus que les autres, enfin, en gros, il y a rien qui est considéré comme, étant, heu, suffisant, en fait, par définition, en fait. Enfin, si tu veux juste avoir plus que l'autre, quoi. ouais, Mmh. Donc voilà. Donc en gros, on a dit, arrêt de la physique, grosse inertie du système, économie matérielle, et effet rebond et en gros, tout ça, c'est les arguments principaux qui viennent soi-disant enrayer, du coup, les arguments, des partisans de la corne d'abondance. mais tu vois, genre, pardon, ça, c'est plus un autre sujet, c'est pour sortir du sujet du bouquin, mais peut-être qu'un jour on fera ça, genre, en gros, un sujet sur quels sont les ressorts psychologiques ou les ressorts comportementaux qui freinent la transition énergétique ou qui font qu'on est incapable de se projeter à long terme, tu vois. Mmh. Et ça, je pense que ce serait intéressant. Tu dois avoir des gens qui ont théorisé ça. Donc, je pense qu'il y a des ressorts sociétaux, donc de l'acquis. Ouais, d'accord. Mais je pense qu'il y a de l'inné, tu vois. Il y a un truc
c'est pour des raisons darwinistes qu'on pourrait expliquer, tu vois. Je pense qu'il y a des raisons précises pour lesquelles l'écrasante majorité de l'humanité ne peut pas se projeter au-delà du mois ou de plusieurs années, ou quand on leur dit dans 50 ans vous êtes tous morts, tout le monde s'en fout. Mm. Je pense qu'il y a des ressorts darwinistes au fait qu'on est constamment tous en train de se comparer. Je pense qu'il y a des ressorts darwinistes au fait qu'on a besoin de validation par les autres et un peu l'addiction aux réseaux sociaux, etc. Tu vois, en gros, tout ça, je pense que ça s'explique et ce serait bien un jour d'avoir un truc qui détaille ces aspects-là de pourquoi l'être humain n'est pas conçu où il faut vraiment penser contre soi et lutter contre ses instincts naturels pour réellement être capable de lutter contre le réchauffement climatique. Ouais, j'avoue. Bah, s'il y a des gens qui ont des suggestions de bouquins là-dessus, j'avoue, ouais, tous les ressorts psychologiques qui poussent à l'inaction, ouais. Ouais, parce qu'en fait, genre, enfin, si tu veux, genre, on est une forme de bug de la nature, tu vois, genre, la nature a fait des générations et des générations et des générations et de la sélection naturelle sur des centaines de milliers d'années. Ça a produit l'être humain d'aujourd'hui, Mm. qui est très intelligent à court terme, mais qui est débile pour le long terme, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est pas de notre faute, tu vois, ça sert à rien de nous flageller, c'est juste la nature qui nous a produit comme ça, tu vois. Et ça nous réclame un effort démesuré de penser long terme et de faire des sacrifices au quotidien pour la survie de nos enfants dans 40 ans. En fait, on n'est pas du tout conçu pour ça, tu vois. C'est vraiment genre, ça nous réclame un effort et du coup, ce serait intéressant de voir ça. Yes. Ensuite, on va rigoler un peu là, avec la troisième promenade où en gros, il dit qu'on invente des choses dont on s'en branle en fait. Et donc, il va citer le bikini connecté. Donc, ça te prévient quand il est temps de changer de côté. J'imagine que c'est pour te retourner quand tu bronzes. L'inventrice précise, il ne s'agit pas d'un gadget. Tu peux même le mettre dans le maillot des enfants. C'est chelou comme phrase, ça. Et ça surveille s'il s'éloigne pas trop. Donc, ça s'appelle le géofencing. Et donc, tu pourrais aussi interdire certains quartiers aux pauvres. Ça serait pas mal, ça, avec le géofencing. Euh, il parle aussi de robe intelligente qui te prévient si tu l'as pas mise pendant longtemps, qui va se synchroniser avec l'agenda de tes copines pour que tu évites de t'habiller pareil. Et il cite la cuillère Spoonie pour bébé avec ventilateur incorporé. Et non, j'en ai aussi un autre, c'est l'appareil qui nourrit ton chat pendant que t'es pas là, avec reconnaissance faciale. Alors, je sais pas à quoi ça sert la reconnaissance faciale, mais si, non, si je me dis si t'as un chat qui est gros, tu vois, et t'as un chat qui a pas assez à manger, peut-être le truc Ah oui, il adapte. il adapte. Bon, c'est un peu de la grossophobie, mais et donc qu'est-ce qui, ouais, voilà. Bon, moi, c'est du coup, on a affaire à un effet rebond toujours plus grand. Il dit: «A-t-on vraiment besoin de suivre son colis à la seconde près et au centimètre près?» Tu sais, genre, il va t'informer: «Ah, le livreur vient de le soulever, là, il est parti Oui. pisser dans les buissons, mais il revient, t'inquiète», tu vois? Genre, en fait, genre, C'est dans les bus. non, mais genre, on s'en fout, en fait, tu vois? C'est juste ça qu'il dit. Hem et hem et il dit donc: «Attention à bien séparer le grain de l'ivraie». Donc j'aurais jamais cru dire cette phrase. Heu Le bon grain d'olive. ah bon, d'accord. Tu vois, je l'ai même mal dit. Ouais. Non, bah, il dit, tu sais, si tu mets des capteurs pour surveiller les fuites, sur un pipeline et tout, évidemment, ça peut être utile, quoi, mais voilà, voilà. Hem et un autre truc que j'aime bien, c'est, ça rappelle ce qu'on a vu dans Sapiens, là, le livre de Yuval. Il dit, «La médecine est la vaseline qui fait passer le suppositoire de, l'artificialisation sans limite». C'est-à-dire que toute avancée technologique, par exemple sur le génome ou sur les implants neuronaux, tu sais, on dit toujours: «Non, mais c'est pour soigner les malades». Alors, qui pourrait s'y opposer? Heu, J'avais aussi entendu l'argument, tu sais, de dire: «Bah, la 5G, c'est bien parce qu'on va pouvoir, opérer à distance». Tu vois, genre, Ouais. tu pas le wifi dans ton hôpital, genre, tu te colles, et souvent, c'est un angle d'attaque qui est souvent utilisé aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Bah, c'est intéressant en fait, tout le débat sur les besoins, tu vois. Mmh. Tu sais, le fait qu'on invente des trucs qui servent à rien. Même chose, ça pourrait faire l'objet d'une analyse un peu plus approfondie, de genre, en mode. En fait, c'est vrai qu'on est quand même noyé de superflu, tu sais, genre. Mmh. Tu sais, t'as la fameuse scène d'intro de Fight Club où le mec décrit un peu les appartes qui se ressemblent tous avec les objets, enfin bref. Mmh. Mais genre, en fait, tu vois, genre dans les pays développés, on a juste trop d'objets et genre,
et on a trop de... Et tu sais, en fait, on est dans un niveau de confort, je pense, qui devient contre-productif à notre bonheur, tu vois. Hmm. Genre, tu sais, en fait, on est tellement dans le confort et on est tellement dans le virtuel que, genre, tu sais, après, on se défonce à la course, on va faire des Ironman, tu vois, en fait, on ne met plus en danger que ce soit notre esprit ou notre corps. Et je pense que quand tu mets jamais ton corps ou ton esprit dans des niveaux d'inconfort, un certain niveau d'inconfort, en fait, ça te rend malheureux, quoi. Et, euh, et du coup, en fait, je pense que vu qu'on n'a plus cet inconfort dans le quotidien, genre parce qu'on est assis ou on est dans nos baraques, machin, en fait, on se crée artificiellement cet inconfort, tu vois, en payant des trucs, tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que mais là, toi, tu décris, c'est quoi? C'est les gens qui payent pour aller faire des Ironman, qui payent pour, c'est bah, Ouais, mais même dans notre quotidien, tu vois, même nous tous, tu vois, on fait ça un peu, genre, enfin, tu sais, genre, je sais pas, vu qu'on est assis derrière des bureaux toute la journée, bah après, on se force et on va courir pendant 2 heures, tu vois. ouais, ouais. Ou, Mais ouais, bah, ouais, il y a ça mais enfin, je sais pas, moi, ce qui me rend malheureux aussi, c'est, je sais pas, tu sais, la quantité d'objets que tu achètes qui servent à rien et je sais pas, il y a un truc qui me rend un peu malheureux, tu sais, c'est les moments où il faut faire des cadeaux, par exemple, à Noël, heu, ouais, où en gros, tu sais, tu plein de trucs qui servent à rien, qui vont finir à la poubelle, je sais pas, en fait, ça me choque en termes d'allocation de ressources, enfin, tu vois, c'est pareil, ouais, quand tu as un petit enfant et que tu lui achètes des jouets neufs ou des vêtements neufs ou des choses comme ça, tu sais, tu te dis à chaque fois: «Mais ça sert à quoi ce que je fais?» Juste, tu sais, tu as pléthore en fait, ouais, c'est ça. enfin, je sais pas comment te décrire le truc, mais en gros, je trouve qu'il y a une sorte de malaise maintenant en fait à acheter des nouveaux trucs quand c'est pas, un peu, vraiment justifié en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement, tu vois, et je pense que, enfin, tu vois, je pense qu'on percevra notre époque, tu vois, genre les 50 dernières années, justement, comme une forme de parenthèse bizarre de l'histoire, Mmh. où juste on croyait que le monde était infini et Ouais, c'est juste on ça, ouais. pouvait accumuler des C'est trucs. ça, ouais. Euh, Je pense, ouais. et, et tu vois, je trouve que l'exercice, c'est pour ça, et tu vois, le procès qu'on fait aux décroissants ou aux gens qui prônent la sobriété, etc., moi je le trouve injuste parce que l'intérêt de toute la démarche, au-delà du fait de sauver l'intégralité de l'humanité, parce que parce que on va pas tous crever par 60 degrés, tu vois, Mmh. il y a un deuxième intérêt pas négligeable qui est juste de réfléchir à collectivement qu'est-ce qui nous rend heureux et qu'est-ce qu'est le bonheur et de quoi on a réellement besoin. Mmh. Et je pense que en fait, cette réflexion, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'elle a plus été faite, tu vois. Mmh. En tout cas, à une échelle collective, tu vois, de se dire, bah, nous, en tant que pays ou en tant que région, en tant qu'entreprise, genre, en fait, de quoi réellement on a besoin et quelles sont les conditions de notre bonheur, tu vois. Ouais, d'accord. Mais Et, ouais. euh, et tu vois, en fait, vu que la décroissance et la sobriété, ça implique de faire des choix sur les biens matériels, des choix sur ton lieu de vie, des choix sur ton travail, etc., etc. En fait, tous ces choix, ils sont conditionnés par une réflexion sur qu'est-ce qui te rend heureux, quoi, en fait. Ouais, mais en fait, je crois que je comprends aussi ce que tu veux dire parce qu'en fait, moi, j'étais pas allé jusque-là, en fait. Si tu veux, moi, ma réflexion, c'était, bah, tu vois, si ça nous rend heureux d'acheter des trucs de merde, à la rigueur, si le monde, il est infini, why not, tu vois? C'était Ouais, ça ma réflexion et donc du coup, bah, vu qu'il est pas infini, disons que ça fait un peu mal au cœur d'acheter des trucs de merde, on a l'impression que c'est gâché. Maintenant, toi, tu vas plus loin et toi, tu dis que, rien que le fait d'acheter ces trucs de merde, même dans un monde infini, en fait, ça te rendrait malheureux et en fait, c'est vrai, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Peut-être qu'il faut aussi parfois, je sais pas, réintroduire certaines doses contrainte, de tu vois. ouais, de contraintes, d'inconfort. En fait, ça me fait penser, quand tu joues à un jeu vidéo, le jeu vidéo, il est marrant que parce que tu peux mourir, que parce que c'est dur, Ouais, machin et en fait, si tu fais les cheat codes, au début du jeu, je sais pas, tu t'allumes ta console, tu te mets Zelda et tu mets tous tes cheat codes et tu as toutes les épées et tout. Bah, en fait, juste, tu te fais chier, en fait, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, bah exactement. Et donc genre, je viens de comprendre et ce que genre tu viens de dire, ouais. ouais, c'est ça. Et genre, tu vois, Mmh. l'économie carbonée, c'est un peu le cheat code, tu vois. C'est Euh, exactement. Ouais, 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 OK, d'accord. Non, je viens de comprendre Enfin, ce que tu viens de en dire. fait, en gros, l'économie carbonée dans les pays développés, tu vois, dans le G20, Ouais, tu vois. ouais. Genre, en Mmh, vrai, mmh. c'est un cheat code, quoi. Juste, tu peux consommer à balle, t'as des grosses baraques, t'achètes un peu ce que tu veux,
t'as des objets qui répondent à des micro-besoins dont tu savais même pas qu'ils existaient. Tu sais, les espèces Ouais. d'ustensiles de cuisine qui servent uniquement pour faire la tarte aux poires Ouais. spéciale, je sais pas quoi. Tu vois? Et genre, et du coup, t'as une sorte de cheat code, et du coup, en apparence, t'as l'impression que ça te facilite la vie, mais en fait, ton bonheur n'est pas nécessairement corrélé à ton niveau de confort, en fait. Il y a une dose d'inconfort, une dose d'effort, une dose de contrainte qui est indispensable au bonheur de tout un chacun. Mm. Et, euh, et je pense qu'avoir une réflexion sur quelles sont les contraintes qu'on tolère, quel est le niveau de difficulté qu'on tolère, etc., c'est intéressant. Ouais, non, j'ai compris, c'est pas mal. Donc tu vois, donc en fait, très égoïstement, quoi. Non seulement ça permet de sauver l'humanité, la sobriété, la décroissance, mais aussi je pense que ça permet de rendre les gens plus heureux. C'est vrai. Euh, et ça, c'est un truc intéressant pour renforcer l'acceptabilité du truc. Mm. C'est de dire, genre, arrête de réfléchir à ton pouvoir d'achat, etc. Bon, après, tu peux pas dire ça à tout le monde. C'est pour ça que la lutte contre la lutte contre le réchauffement, ça réclame aussi une meilleure répartition des richesses, tu vois, parce que tu vas pas dire ça aux mecs qui galèrent dans ces fins de mois, tu vois. Mais en gros, genre, il y a il y a une proportion pas négligeable de la population, le top 30% ou le top 40%, ce qui est déjà beaucoup, tu vois. En fait, ils seraient plus heureux s'ils achèteraient moins de trucs, tu vois, Ouais. ou s'ils avaient plus de contraintes, tu vois. Ouais. Mais bon, on en revient à ce qu'on disait avant, c'est que même le mec qui galère financièrement, en fait, par rapport à un gars X années avant, en fait, juste il se met trop bien, Ouais. tu vois. Donc, Oui. on en revient au fait de, en fait, juste, c'est que la comparaison finalement. Ouais. Euh, et il y a un truc qui est pas mal aussi, toujours dans ce chapitre-là. Enfin, il parle d'un espèce de tronçon sur lequel ils étaient en train de bosser pour relier les capitales avec des trains qui vont à 1200 km/h. Donc, il dit Paris-Marseille en 32 minutes, trop bien, tu vois. Par contre, il dit un homme sage avait jadis dit pour gagner 15 minutes sur un trajet Paris-Rennes, il suffirait de faire rajouter une deuxième caisse de paiement automatique au parking de la gare où il y a toujours de la queue. Et donc, c'est vrai que c'est pas mal comme phrase, tu vois. C'est de se dire, bah, il y a pas mal de concepts bullshit et parfois, ça serait bien juste de s'en rendre compte. Ouais. Donc, voilà, ça c'était la promenade des concepts bullshit. On invente des choses dont on n'a pas besoin. Je trouvais ça rigolo. Là, on va switcher sur la promenade de la croissance. Est-ce qu'il faut toucher à la sainte croissance, comme il l'appelle? Donc, pas besoin, parce qu'on est en train de décarboner l'économie. Donc, tu sais, il montre les courbes de CO2 du Danemark, de la France, de l'Union européenne. Et en fait, tu as les émissions de CO2 qui baissent et tu as un PIB qui continue d'augmenter. Donc, tout le monde est là, bah, c'est vachement bien, du coup. Ouais, mais il n'y a pas les histoires de on délocalise la pollution et des trucs. Voilà, et donc ça, c'est un peu la deuxième notion fondamentale, parce que la première notion fondamentale, c'était l'effet rebond. Et la deuxième notion fondamentale, bah, c'est en fait que quand tu regardes les émissions de CO2 françaises et que tu les vois baisser, en fait, c'est trompeur parce que bah, ça baisse en grande partie parce qu'on importe plus de produits finis ou semi-finis. Donc, en gros, t'as deviné. Et donc, bah, en gros, il dit de 90 à 2007, l'empreinte carbone par personne a augmenté de 5% mondialement, alors que le niveau moyen par personne en France diminuait de 15%. Et donc, c'est une autre manière de dire, de dire ce qu'on vient de dire, quoi, en fait. Donc, ça s'applique sur le CO2. Ça peut s'appliquer aussi avec les matières premières. Certes, tu peux avoir un découplage entre croissance et mobilisation de la matière, mais c'est juste que tu l'as mobilisé dans un autre pays, en fait. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et donc voilà, bon, ça c'était, je passais rapidement parce qu'on en a déjà parlé dans les limites à la croissance, mais ça c'était tout le chapitre sur la croissance. Il y a d'autres effets à la con qui peuvent s'ajouter à ça, qui peuvent augmenter artificiellement le PIB. On l'a déjà vu. Typiquement, le prix de l'immobilier qui augmente, donc les agences immobilières facturent plus. Le PIB a augmenté, mais à service égal. Donc, est-ce que c'est vraiment une augmentation du PIB? Il y en a qui comptent aussi, ça c'est marrant, il y en a qui comptent l'avancée technologique pour calculer l'inflation en leur faveur. Donc, par exemple, il dit l'indice officiel du prix des voitures a augmenté de 5% en Allemagne, alors que les prix ont augmenté de 17%. Et cette différence serait justifiée par les autorités parce qu'il y a eu une amélioration technologique des voitures.
Heu, il appelle ça la méthode des prix hédoniques. Donc c'est marrant, tu vois, de faire ça, c'est rigolo. Bon, Ouais. il dit: «Attention à ne pas en abuser». Et il dit: «C'est comme si le prix du café augmentait, car le patron a demandé au serveur de vous le servir avec le sourire». Bon, voilà, c'était pas mal. C'était la croissance, mais bon, ça on connaît. Et hem 5e promenade, il dit: «Le problème semble insurmontable si on s'appuie sur les, politiques». Donc il dit: «Bah, il y a plein de gens qui font des trucs écolos, mais finalement, est-ce qu'au niveau des ordres de grandeur, ça sert à rien?» Donc il dit, «L'offre politique est désespérante. Il n'existe aucune vision permettant d'échapper au désastre, en tout cas à l'échelle nationale». Alors pourquoi? On peut avancer quelques hypothèses. Hypothèse numéro un, il dit: «À partir d'un certain niveau, on se détache de la réalité objective». Donc les politiques, il dit: «Ils ouvrent plus les portes eux-mêmes, ils conduisent plus dans les embouteillages, ils connaissent plus le SMIC ou le pain au chocolat». Donc je sais pas, il explique ça par un détachement de la réalité. Et après il dit tout simplement, peut-être que tout le monde n'est pas très fréquentable dans ce milieu et donc je sais pas, en gros les gens qui montent au sommet du pouvoir, ils ont peut-être juste une autre mentalité. Le processus qui permet d'accéder au pouvoir fait appel à des compétences bien différentes que, de celles nécessaires à faire évoluer les choses, favorablement. Je sais pas si tu es d'accord avec ces 2 hypothèses, Oui, moi, c'est surtout ça, en fait, c'est surtout la deuxième hypothèse plus que Tu penses que c'est des mecs le... chelous qui montent, en haut, Ouais, bah, en fait, c'est pas que c'est... Oui, c'est ça, mais en fait, je pense que c'est un problème de système plus qu'un problème d'individu, tu vois. Mmh, Je pense que peut-être qu'il y a des personnes, il y a des gens qui ont étudié ça beaucoup plus profondément, tu vois. mmh, Mais tu vois, genre, je pense qu'on est dans un système politique et médiatique qui fait que un, un individu, pour être élu, il est obligé, pour être élu et pour grimper les échelons, etc., il est obligé de travestir ses valeurs ou de, de succomber à un certain nombre de pratiques ou ouais, c'est ça, ou de succomber à un certain nombre de pratiques pour être élu, tu vois. mmh. Enfin, typiquement, genre, après, c'est en train de changer parce que les mentalités sont en train de changer. Mais tu vois, genre, si tu veux, en gros, l'homme politique, un individu tout seul, il peut rien faire, tu vois. Un individu, il est élu, par exemple, tu vois, un exemple de problème systémique, tu vois, c'est que, genre, tout le monde ne vote pas, tu vois, par exemple. Mmh. Donc ça, c'est un problème. Euh, et les gens qui votent, c'est très biaisé envers je pense que si on regarde le pourcentage de votants, euh, le nombre de gens qui votent qui sont âgés, la représentativité des vieux dans le corps électoral, elle est démesurée par rapport à la population. Tu Mmh. vois. Donc, par exemple, tu vois, ça j'ai pas regardé les stats, mais j'imagine, c'est un ressenti que j'ai. Tu vois. Et donc, je pense que vu que les vieux sont surreprésentés dans les gens qui votent, bah, du coup, les hommes politiques, ils doivent adapter leur offre électorale par rapport à l'opinion des personnes âgées. Tu Ouais, je vois vois. Non, ce que mais tu veux dire, ouais. donc ça, c'est par exemple, c'est un biais qu'il pourrait y avoir. Tu vois. Mmh. Et du coup, en gros, toi, en homme politique, t'es obligé de formuler une offre qui plaît aux vieux. Et par essence, tu vois, on sait tous que, en général, quand t'es âgé, bah, t'es un peu plus réac, t'es un peu plus de droite, t'as un peu plus peur du changement. Mmh. Euh, euh, et même, t'as plus peur de l'avenir, tu vois. Mmh. Donc, globalement, t'as tendance à être conservateur de droite. Et Mmh. donc ça, quand t'es conservateur de droite, bah, tu vas pas favoriser la transition énergétique. Tu vois. Donc, par exemple, tu vois, ça, c'est un des aspects systémiques qui fait que tu peux pas être élu si ton offre politique ne correspond pas aux aspirations des personnes âgées. Mmh. Et ça, c'est pas l'homme politique qui le choisit, tu vois. Lui, il est niqué. Mmh. Mmh. Ou par exemple, t'as un autre truc qui est genre aujourd'hui, les algorithmes des réseaux sociaux favorisent l'information clivante. Et même chose, les télés en ligne, enfin, les médias, pardon, chaînes d'information télévisuelles, elles sont de plus en plus c'est de plus en plus de l'information continue. Mmh. Donc en fait, il faut faire du sensationnel. Toi, tu es un homme politique, tu n'as pas le temps de déployer ta pensée, etc., etc. Et ça, c'est la même chose, c'est pas toi qui le choisis, le paysage médiatique. La manière dont les gens consomment de l'information, c'est pas toi en tant qu'homme politique qui l'a construit, tu vois. C'est une subtile combinaison d'intérêts capitalistiques, d'intérêts privés et de gens qui se laissent un peu emporter par ce qu'il y a et qui aiment bien ça, tu vois.
Donc tu vois, toi, tu es en politique, toi, tu n'as pas construit les réseaux sociaux, tu n'as pas construit BFM TV, tu n'as pas construit CNews. Même chose, toi, tu es en politique, tu n'as pas construit le système démocratique, c'est pas toi qui fait que c'est plus les vieux qui votent. Tu vois. Et donc, en fait, tu dois composer avec ces contraintes, et ça fait que en fait, tu es un peu niqué, quoi. Et lui, il propose non-cumul des mandats et non-renouvellement, tirage au sort des candidats. Ça, je connaissais pas, tirage au sort des candidats. Je sais pas comment tu tires le mec au sort et juste il... Ouais. Non, mais c'est marrant, tu vois, ok. Prise en Ouais, compte ouais. des bulletins blancs et sanctions exemplaires en cas de malhonnêteté avérée. Ouais, il propose... Ouais, voilà. Bon, après, c'est un peu simple de dire, enfin, sanction exemplaire en cas de malhonnêteté avérée, je trouve ça assez démago et inapplicable. Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire exemplaire, qu'est-ce que ça veut dire avéré, enfin bref. Et en gros, le mec, il peut dire, bah, juste, je savais pas, et puis parfois, il sait pas, tu vois. Enfin bref. Euh, mais tu vois, genre, mon point là-dessus, on l'avait vu avec le truc d'Andrew Yang, tu vois. Mon point, c'est que c'est pas un problème d'individu, c'est un problème de système. Après, le système a été créé au fil des années par un agrégat d'individus, etc., etc. Mais genre, moi, j'aime pas trop lyncher une personne, tu vois. Et déjà, parce que je pense qu'on a les hommes politiques qu'on mérite, d'une part. Et deux, je pense qu'il y a une grande partie des hommes politiques ou des hauts fonctionnaires qui se battent et qui font ce qu'ils peuvent dans le cadre d'un système qui est extrêmement contraint et extrêmement difficile à naviguer, tu vois. C'est vrai. Et moi, je le vois dans mon... Même, on peut tous réfléchir à soi-même dans nos vies et dans nos vies professionnelles, par exemple. Est-ce qu'on est tous exemplaires dans nos vies professionnelles? Est-ce que parfois on n'a pas travesti notre manière de penser? Est-ce que on n'a pas fait parfois des trucs dont on serait pas fier juste parce qu'on voulait pas perdre notre job ou parce que on voulait avoir une promotion ou parce que on a, tu vois, genre. Ouais, ou parce que En c'est fait, le jeu, quoi. ouais, ou parce que c'est le jeu, on s'est dit, genre, de toute façon, qu'est-ce que je vais pouvoir y changer? Ou je préfère fermer ma gueule, sinon ça va m'attirer des ennuis, tu vois. En gros, genre, mon point, c'est ce que je veux dire, c'est que ce qu'on reproche à notre représentation politique, ayons la clairvoyance de voir si nous, on n'est pas tout blanc là-dessus, tu vois. En tout cas, moi, je le suis pas, tu vois. Et Ouais. il y a un pourcentage pas négligeable de ces gens-là qui sont juste des êtres humains qui font ce qu'ils peuvent, tu vois. Bah Dans le ouais, cadre d'un système contraint, tu vois. ouais, mais je pense que ça va dans ton sens parce que ce qu'il dit, en gros, il faut inventer un truc qui marche avec. Alors, c'est plus, c'est plus abrupt ce qu'il dit. Il dit il faut inventer un truc qui marche aussi avec les méchants, les ignorants, les mauvais, les fainéants, les jaloux, les tricheurs, les menteurs, les égoïstes. Donc en gros, faut éviter un système qui marche malgré ça. Mais je trouve que pour rejoindre ce que tu dis, je pense qu'on peut aussi dire qu'on est tous en fait un peu méchants, tous un peu ignorants, tous un peu fainéants. Enfin, en gros, c'est des composantes de la nature humaine. Pour aller dans le sens de ce que tu disais, et qu'il faudrait en effet avoir un système qui puisse être robuste en fait à ces composantes-là quand elles s'activent chez nous, quoi, en fait. Exactement, et je pense tu vois, on y converge avec genre des gens qui réclament plus de démocratie directe, tu vois. Mm. Il y a des gens qui réclament plus de transparence dans les financements des hommes Ouais, politiques ouais, ou ouais. dans les lobbies. En gros, je pense que la transparence, ça aide beaucoup réduire le pouvoir de l'argent. Donc, en gros, caper les budgets de campagne, Mm. caper donc, tu vas réduire le pouvoir de l'argent, accroître le niveau de transparence, faire plus de démocratie directe. Tout ça, c'est des trucs qui collectivement font qu'on aboutit à un système qui est mongol-proof ou connard-proof, ou tu vois. Euh, mais mais c'est juste que c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est Ouais. compliqué. Et il y a aussi des groupes d'intérêt qui luttent contre ça, donc ça, c'est Mm. sûr. Mais je pense qu'il y a plein de gens de bonne foi, tu vois. Enfin, Non, et mais je suis encore une d'accord. fois, et encore une fois, pourquoi je dis qu'il y a plein de gens de bonne foi, c'est que moi, je le vois à travers mon expérience personnelle, tu vois. C'est moi, j'ai vu comment on s'en fout de ma vie, tu vois. Mais j'ai vu comment j'avais des grandes valeurs en apparence, mais qu'en fait, quand je me retrouve face au problème, il y a plein de fois où tu manques de courage, où tu le fais pas. Et en fait, juste analysons nos propres vies et avant de juger les autres, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que ce qu'il dit sur, quand il dit les menteurs, les machins, enfin, moi je me retrouve beaucoup plus dans ce que toi tu dis. C'est-à-dire qu'en gros, peut-être qu'en fait il a cité certaines facettes juste Ouais. des humains qu'on a tous, quoi, en fait. Exactement. Et, Mmh. et il faut pas négliger le pouvoir euh, comment dire, de la flemme, quoi. Mmh. En fait, genre, Ouais. changer un système ou rentrer en conflit ou essayer de modifier la manière dont les gens pensent ou dans la manière dont les gens ou une organisation collective fonctionne, ça réclame un effort surhumain, quoi. Mmh. Ça réclame un effort surhumain et deux, il faut
être prêt à en assumer les conséquences, que ce soit sur ta carrière, que ce soit financière, que ce soit sur ton amour-propre, que ce soit tu vas être mis au placard, blablabla. Et donc déjà, ça réclame un effort. Genre, la plupart des gens, ils se disent juste, bah, pourquoi je vais m'engager là-dedans? Je vais juste continuer mon train-train. Et moi, c'est mon cas, tu vois. Il y a plein de fois où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais me lancer là-dedans? Genre, j'ai autre chose à foutre. J'ai ma femme, mes enfants. Bon, tu vois, genre. Et en gros, genre, même tu peux avoir les meilleures intentions du monde, il y a quand même une inertie énorme parce que juste, en fait, les conséquences négatives sont certaines, les conséquences positives sont très hypothétiques. Et en fait, c'est ça qui fait. Et les hommes politiques, c'est la même chose, quoi. S'ils s'opposent et s'ils machin, et s'ils dénoncent et s'ils trucs, les conséquences négatives sont certaines et les conséquences positives sont très, très, très hypothétiques, quoi. Et il va se faire lyncher et on va leaker sur lui une sombre histoire et tu vois. Mais c'est pour ça que c'est marrant le truc qu'il propose. Imagine, tu prends un mec au pif et il va avoir de se représenter. En gros, c'est ça qu'il dit, tirage au sort, non cumul des mandats. Donc non, mais c'est vrai que c'est fun, pas tu idiot. vois. C'est pas idiot. Et tu vois, genre, et c'est pour ça que moi, je soutiens pas mal la gauche aujourd'hui dans le paysage politique, parce que c'est les seuls qui proposent une forme de refondation de la représentativité et de la manière dont on fait la politique, tu vois. Et au-delà des détails, tu vois, juste, moi, je trouve ça intelligent de dire c'est un système qui favorise le court-termisme et qui favorise les intérêts de certains groupements, les vieux, les riches, etc. Du coup, on a constaté ça, essayons de le modifier. Et c'est pour ça que moi, je suis assez... j'ai pas mal de... Enfin, je cautionne pas mal tout ce qui est Sixième République de Mélenchon, etc. Parce que je trouve qu'effectivement, il y a besoin d'une forme de refondation de notre système politique. Après, peut-être que ça aura des effets néfastes et que ça va pas marcher, etc. Mais de s'engager dans une démarche... C'est le jeu après. Ouais, voilà. Ouais. S'engager dans une démarche qui est de dire c'est trop court-termiste, ça marche pas, etc. En fait, voilà, c'est déjà reconnaître le fait que c'est systémique et que c'est pas nécessairement lié aux individus. Quoi. Yes. On va enchaîner sur un truc assez intéressant. Il appelle ça, dans sa 6e promenade, les 3 grâces du monde moderne. Et ça, c'est assez joliment dit. C'est-à-dire qu'il dit que... ouais, c'est ça. C'est que anciennement, on avait les 3 grâces. C'était un truc, je crois, qui se trouve dans la mythologie. C'était le charme, la beauté, la créativité. Et aujourd'hui, les 3 grâces du monde moderne, c'est le silence, la solitude et la sérénité. Donc en gros, il dit c'est les trucs un petit peu inatteignables aujourd'hui. Et donc il dit le silence, le bruit artificiel est partout. Il dit il y a des travaux permanents, des moteurs, des annonces dans le métro en plusieurs langues, des écrans, des musiques, enfin bref, voilà. Au niveau de la solitude, on est tous entassés les uns sur les autres. Il y a un manque d'espace de vital, il y a trop de monde partout, des embouteillages. Alors que pourtant, dans les pubs pour les voitures, c'est le mec qui roule toujours tout seul sur sa route. Les vacances, les mecs sont tout seuls. Genre, laisse tomber, ça n'existe pas, ça. Ouais. Même Philippe Biouy, il cite un article du Figaro, tu vois, qui était genre, c'était marqué « Le Mont-Saint-Michel peine à attirer plus de monde ». Et Philippe, il dit, mec, le Mont-Saint-Michel, c'est 2,5 millions de visiteurs par an. Genre, et c'est invisitable. Genre, d'où tu fais un article sur le Mont-Saint-Michel peine à attirer, tu vois. Et donc, en gros, voilà, il dit que ça n'a aucun sens. Et sur la sérénité, il dit, on a des emplois du temps de fou. Si tu veux te prévoir une soirée entre copains, un week-end, il faut s'y prendre 5 mois à l'avance. Voilà, on est connecté de façon permanente. On a un sentiment d'accélération permanent. Pareil, je me suis fait la réflexion, dans mon entourage, en fait, j'ai l'impression, aujourd'hui, si tu réussis à lire un livre, en fait, c'est limite un exploit pour les gens, tellement tu es sollicité de tous les côtés et que lire un livre, ça prend du temps, quoi. Et je trouve ça intéressant, le fait qu'il ait dit, en gros, les 3 espèces de trucs qui nous manquent aujourd'hui, c'est silence, solitude et sérénité dans notre monde. C'est les 3 grâces. Ouais, effectivement, je trouve ça très bien dit et c'est vrai qu'il a raison. Et aussi, ça peut rejoindre des problématiques de richesse, tu vois. Parce que j'avais lu, il y a un philosophe américain qui est aussi garagiste, j'ai oublié comment il s'appelait, je vous retrouverai le nom. C'est un mec, il est philosophe et garagiste. Ouais, il répare des motos et aussi c'est un philosophe, tu vois, accessoirement.
Euh, il s'appelle Oliver Sacks, je crois. Bref. Ok. Et en gros, il avait toute une réflexion sur le silence et le fait qu'aujourd'hui, le silence était devenu un luxe. Hmm. Et il te prenait tout un tas d'exemples, genre, tu vois, à l'aéroport, si tu veux du silence, bah, faut que tu aies accès au salon lounge, machin, et donc faut que tu sois un mec. Ah ouais, d'accord. En gros, il parlait de la pollution visuelle et de la pollution sonore. Hmm. Et il disait qu'aujourd'hui, si tu veux de la sérénité visuelle et de la sérénité auditive, en fait, c'est payant. Hmm. Par exemple, de même chose dans les avions, si tu veux avoir pas de pub, etc. En gros, faut pas que tu ailles dans les trucs low cost parce que dans les trucs low cost, tu auras une pub devant toi, quoi. Hmm. Hmm. Euh, Même chose, genre sur Internet, etc. Si tu veux avoir une expérience de lecture clean, qui est sans pollution visuelle ou sonore, bah, tu dois t'abonner, etc. Hmm. Et en fait, de plus en plus, il disait que genre, s'affranchir de la pollution visuelle et de la pollution sonore, c'était devenu payant. Hmm. Et donc, ça rejoint un peu. Ouais, ça, je trouve ça cool aussi. Ouais. Ouais, ouais. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser aussi. J'avais regardé. Il y avait une interview de Diams sur Brut récemment là sur YouTube qui était sortie. Et je sais pas, ça me fait penser à ça où en gros, quand tu l'écoutes, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a retrouvé une sorte de sérénité. Et en gros, j'ai l'impression que c'est passé, pour elle par, en gros, en se tournant vers la religion et en gros, en se coupant de ce monde qui est toujours en train d'accélérer. En fait, je sais pas, vous écouterez, vous verrez un peu ce que ça donne. Heu et je sais pas, ça m'a fait penser à ça, quoi. C'est vrai qu'on a, heu, tu sais, on a du mal, quoi, aujourd'hui à juste, à couper son smartphone, et juste, se dire: «Bah, aujourd'hui, j'ai le temps, j'ai rien à faire, je vais passer, la journée avec mes enfants, ma femme, tout ça, Ah mes ouais. copains», tu vois? Non, mais non, mais clairement, même, enfin, rien que le fait juste éteindre son téléphone et ne pas y toucher pendant une journée. Genre, Ouais, c'est fou le nombre de personnes qui peuvent pas le faire, ouais, quoi. ouais, ouais. Et enfin, il y a ça, et il y a aussi, déjà, individuellement, tu peux pas le faire, et même, on attend de toi que tu le fasses pas, tu vois. Le nombre de gens, genre, qui te disent, Oui, ah, mais oui, les pourquoi gens t'es sont pas vénères, ouais. joignable? Ouais, Enfin, tu vois, donc déjà, toi, tu peux pas le faire, t'as l'impression d'avoir perdu un membre, et en plus, les gens t'engueulent, quoi. mmh. Mmh, mmh mh. Ouais. Hem, donc ça c'était assez cool et ça clôture un peu la réflexion sur les temps, passés et présents. On peut faire la réflexion sur les temps futurs, qui va contenir l'espèce de truc qui m'a le plus fait bader jusqu'à maintenant. Hem, donc pour le futur, il dit: «Bah, face à l'impossible, ne baissons pas les bras. Il existe plein de mesures et d'orientations que nous pouvons et devons mettre en œuvre à condition de prendre en compte les contraintes de nos sociétés industrielles». Et donc, pour illustrer le futur, dans sa 7e promenade là, que je vais faire assez courte, il donne un exemple afin d'illustrer la complexité des questions qu'il va falloir se poser dans le futur et c'est vrai que ça illustre bien à quel point genre ça va être prise de tête. Tu sais, on va devoir se demander: «Une mesure est-elle écologique ou non?» Et tu vois, il prend l'exemple du compteur électrique, Linky. Donc en fait, c'est compliqué, tu sais, il dit: «Bah, en fait, t'envoies à la casse les anciens compteurs, tu consommes des matières rares pour la fabrication du compteur Linky, mais tu vas économiser les trajets en voiture pour effectuer les relevés». Et tu sais, on va vite être confronté, en fait, il dit, à des analyses de cycle de vie dont la méthodologie, en fait, est juste pas claire ou alors balbutiante, tu vois? Où tu vas te dire: «Bah, est-ce que je dois économiser 1 gramme de CO2 ou 1 gramme de cuivre ou 1 gramme de cobalt ou 1 litre d'eau ou 1 mètre carré de surface artificialisée?» Tu vois? Ou polluer, avec 1 gramme de trucs polluants et tout et en fait, enfin, tu vois, en fait, c'est des trucs où, genre, aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Enfin, tu vois? Enfin, lui, il tranche pas sur le compteur Linky, juste il dit, enfin, en fait, ça va être prise de tête de ouf, en fait. Ouais, en fait, tu vas devoir faire des arbitrages impossibles, quoi. Et ça Ouais, rejoint un peu ce que notre conversation avec Guillaume Pacula, là, sur les bilans carbone, quoi. ouais, Euh, ouais, ouais, Bah, en fait, lui, c'était son métier de faire ça, de faire des analyses de cycle de vie. ouais. Et même chose, genre, il avait insisté pendant longtemps sur, bah, déjà, le fait que c'était un vrai métier, et deux, le fait que c'était encore en progression constante et que c'était extrêmement dur, quoi. Mmh Et que, mh. entre une notation, enfin, une agence ou une entreprise qui fait une notation et une autre, tu peux avoir des écarts de 1 à 10, Mmh. euh, sachant, enfin, tu vois, je Non, pense mais que ouais. on va avoir on va avoir des difficultés, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, ça m'a élargi mes horizons parce que, enfin, j'avais l'impression, déjà, en gros, j'avais vu le problème avec le CO2.
Déjà que avec Guillaume Pacula, on avait vu que c'était compliqué avec le CO2. Mais en fait, si tu commences à mettre, tu vois, genre les mètres carrés, les matières premières, l'eau, la pollution dedans, en fait, juste j'ai envie de dire, tu t'en sors Ouais, pas. Enfin, je sais pas si on s'en ouais. sort, quoi, en vrai. Bah ouais, c'est l'enfer, hein. Donc voilà, ça c'était un truc, qui méritait d'être dit, je pense. Et là, du coup, bah, c'est la promenade qui m'a mis sur le cul, c'était, celle qui était, où en gros il explique que c'est plus compliqué, de réparer quelque chose, hem, que, juste de pas le détériorer à la base, quoi. Donc ça paraît évident, quand on le dit, mais justement l'illustration, est ouf. Hem et en fait, il dit ça parce que tu sais, quand il y a beaucoup de promesses de technologies, réparatrices, qui vont dire: «Bah, là, c'est la merde, mais nous, on va dépolluer, on Ouais, va capturer les CO2», enfin, voilà, tout ça. Et tu vois, là, il prend un sujet qui est en gros la pollution des océans par les plastiques, et il dit: «C'est un sujet qui est directement visible», donc tout le monde peut le voir, hein. C'est aguichant pour les médias, parce qu'on a carrément des continents de plastique qui se sont formés, dans la mer. ouais. Il y a pas vraiment de négationnistes de ce problème, contrairement au climat, donc tout le monde est d'accord. Même ceux qui polluent sont pas spécialement fiers d'eux. On a 5 000 milliards d'objets flottants de toutes les tailles et de plusieurs centaines de milliers de tonnes, de plastique dans l'eau, et donc en moyenne, en fait, ça te fait, des bouts de plastique de 1 à 2 kilogrammes au kilomètre carré sur toutes les mers du globe. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que, bah, déjà, le premier point, c'est que déjà là-dessus, heu, alors que tu sais, il y a tous les voyants en vert, on fait rien. Et donc, en gros, quid des sujets plus compliqués, quoi. Tu vois? Ça, c'est le premier Ouais. point, pour introduire. Donc déjà ça, c'est chaud. Hem et pour rentrer dans le vif du sujet, en gros, tu sais, il parle, alors je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce truc, c'est le Ocean Cleanup Project d'un gars qui Ouais, s'appelle justement, Boyan, ça a été Slat. fondé par un ado en plus, c'est marrant. Voilà, ouais, il est marrant, tu peux regarder sur YouTube, il est trop chaud et tout. Et donc c'est un gars, il a lancé un système expérimental justement pour, aller essayer de nettoyer le continent, du coup dans l'océan Pacifique, tu as un continent d'ordures, en plastique, quoi. Et donc, enfin en gros, juste c'est tellement triste à quel point c'est impossible de faire ça. Enfin, en gros, le continent de plastique, il fait 2 fois la taille du Texas, c'est méga loin, genre il t'explique que les humains les plus proches du continent, c'est les astronautes, tu vois? Enfin, Ah oui, d'accord. tu vois? Et genre les conditions de navigation là-bas, c'est la hesse. Enfin genre, Ouais. c'est pas du tout, tu arrives avec ton voilier, pépouze, machin, et tu ramasses des bouts de plastique et tu le reviens. Et juste, tu vois, il dit: «Ouais, bah, du coup, il veut s'occuper de ce truc-là, heu, avant de s'occuper des 4 autres continents de plastique, qu'il y a sur Ouf! terre», quoi. Genre, enfin, tu vois, ça a juste aucun sens. Et donc, ça, c'est juste ouf. Et donc tu regardes les vidéos YouTube du gars, mais juste, enfin, tu trouves ça trop bien, mais tu trouves ça trop triste en même temps, quoi. Et et je crois que maintenant il a changé sa stratégie, tu sais, maintenant il met des trucs au niveau des rivières, qui capturent les plastiques pour pas qu'ils aillent dans l'océan. OK, Je sais pas, il a identifié 100 rivières qui constituent genre 90 du plastique qui va dans l'océan, et il a mis d'accord. des trucs pour récolter. Parce qu'en fait, c'est hyper dur de le choper une fois que c'est en Pacifique, quoi. Ouais, exactement, tu vois, je pense qu'il a écouté Philippe Ouais. Biouy. OK. Donc les chiffres, c'est assez ouf. On produit 400 millions de tonnes de plastique par an, dont 8 à 15 millions de tonnes finissent chaque année dans les océans. Déjà ça, c'est ouf, tu vois? OK. Et tu en retrouves en surface que 0,3 millions de tonnes sur les 15. Voilà, ça, c'est encore plus ouf. OK. Bah, le reste revient sur la terre ferme, et d'ailleurs, je sais pas si tu as essayé, tu sais, déjà de regarder, sur Google, Earth, tu peux voir, des îles où personne n'habite, à quoi ça ressemble? Ouais. Bah, mec, Ah tu veux pas voir à quoi ça ressemble, hein. ah ouais? Ah, j'ai jamais regardé ça. Ouais, Ah oui, donc en gros, les îles inhabitées, vu qu'elles sont jamais nettoyées, ouais, en gros, juste ça s'entasse de juste ouf, quoi. c'est dégueulasse. Bah, regardez, faites un exercice, trouvez une île inhabitée et faites, Google,
Ah, putain, c'est ouf, ça. Google Genre, Snap, donne-moi, là. t'as des exemples d'inhabité là? Ouais, non. Bah, on en donnera peut-être quand on fera Collapse Ok, là, de Jared Diamond. Là, j'en ai pas, mais ok. bon, après, tape île inhabitée dans, Ouais. dans Google, je pense que tu vas la trouver. Mais juste, ouais, c'est dégueulasse. Et du coup, là, c'est pas encore le truc le plus badant. C'est que, évidemment, bah, tous les plastiques qui tombent au fond des océans. Donc aujourd'hui, apparemment, tu aurais 300 millions de tonnes de plastique au fond des océans. Et là, Georges, tu me réponds, bah, on s'en branle, non? Enfin, juste. Bah, ça fait des récifs coralliens, tu vois, c'est cool. Non, mais juste, c'est quoi le problème, tu vois, à ton avis, genre, c'est de ce truc-là? Moi, je savais pas, Bah, hein. moi non plus, je sais pas. Genre, ça fait quoi? Bah, en fait, le truc, c'est que ces plastiques, en fait, ils se dégradent, en fait. C'est que ça crée ce qu'on appelle des plastiques secondaires. Et donc, en Ouais, et fait, les poissons les bouffent et nous on bouffe les poissons. mais Les même poissons. nous, on les bouffe, les trucs. Enfin, en Ouais, fait, si tu veux, le truc, c'est qu'en fait, ils font que de se subdiviser, tu sais, en bouts, toujours de plus en plus petits. Tu vois, ça fait ouais, une espèce de soupe à la fin. ouais. Et juste, en gros, bah, eux, ils sont au fond de l'océan et juste, tu peux rien faire. Et juste, ils font que de se subdiviser à l'infini et ça crée des microplastiques. Genre, c'est ce Ok. qu'on appelle des plastiques secondaires, quoi. Et du coup, je sais pas où ça se retrouve, mais en gros, on en a tous en nous, quoi. Enfin, c'est juste. Oui, en gros, ces trucs-là, après, ils se font bouffer par les poissons et on les bouffe. Aussi, et après, je me demande si ça. Ouais, je sais pas comment ça fait pour se retrouver chez nous, mais ouais, il y a Ouais. moyen. Ouais, ouais, ouais. Et là, ça, c'est vraiment pour couronner le tout. C'est-à-dire que là, ça, c'est les microplastiques secondaires. Mais tu as aussi les microplastiques primaires. Et c'est ceux qui sont non issus de la dégradation de ces objets dont je viens de te parler, qui s'accumulent dans la chaîne alimentaire marine, hein, comme ce que tu viens de dire. 1,5 million de tonnes par an dans les océans. Et ça, tiens-toi bien, genre, ça vient des textiles synthétiques dans les machines à laver. Genre, imagine, tu laves ton short de sport Ouais. et en gros, ça fait des micros, enfin, Ah des oui. microplastiques primaires. Et 35% de ces trucs-là, ça vient des gens qui lavent leurs trucs dans la machine à laver. Et t'as 28%, ça vient de l'usure des pneus. Ok. Et 25%, c'est la poussière des villes. C'est-à-dire, en gros, c'est juste enfin, Ouais. l'érosion des bâtiments, des autoroutes, Ouais. voilà. Et, euh, et genre, enfin, en gros, si tu veux, enfin, en gros, ça, c'est irréparable, en fait. Enfin, si tu veux, Oui, en fait, ça sera permanent, quoi. Tu peux ouais, rien y voilà. faire, quoi. Tu peux rien y Ouais. faire. Et en fait, la tristesse là-dedans, pour moi, ce qui m'a frappé, c'est juste, tu peux rien faire. Hein. Tu veux faire quoi? Tu vas pas ne pas avoir de ville, enfin, tu vois? Ouais, non, mais après, ça peut. Non, mais je comprends, ça, tu peux rien faire, mais après, ça peut être tolérable, quoi, de se dire, on bouffe tous un peu de plastique, c'est pas grave, quoi. Bah, je sais pas à quel point. Honnêtement, je sais pas. Je Mais sais ça, pas. je pense que. Je sais pas. Je pense qu'il y a un seuil de plastique à partir duquel ça devient ghetto, mais je pense qu'il y a un peu, on bouffe du plastique, c'est pas très grave, tu vois. Putain, genre, j'ai optimiste. Non, mais je sais pas, moi, ça me déprime parce que je me dis, mais en fait, juste tout le monde va continuer à laver ses shorts de sport. On va pas ne pas utiliser de pneus. Les autoroutes, elles vont continuer à s'user. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, en fait, juste, bah, en fait, il y a cette espèce de truc qui est, en fait, je trouve que ça répond au technosolutionnisme dans le sens où plus on est nombreux et plus on s'excite, plus, en fait, il y a rien à faire, en fait. Tu vois? Non, mais tu vois, genre, il y a pas de. Enfin, Oui, le mec, il est là, ouais, il nettoie ses océans et tout, c'est cool, c'est les choses qu'on voit à la télé, mais en fait, juste, il y a une espèce de truc de conclusion glaçante qui est, genre, en fait, juste, bah, il y a oui. juste, on est trop, Ouais. et Bah, la et conclusion juste, glaçante, ouais, on c'est ça, c'est s'excite qu'on est trop trop et on et fait trop de trucs et en fait, on voilà. transforme trop notre environnement, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, tous les mots, c'est fonction de combien on transforme notre environnement, quoi, tu vois. Mmh, 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 Et mmh. juste là, on a un tel stade de transformation que, je sais pas, on construit des bâtiments, mais en fait, les bâtiments, ils s'érodent et après, on les bouffe. Ouais, ouais, ça, c'est vraiment le truc le plus, je sais pas. Moi, ça m'a pas rendu, Ça t'a déprimé, cette histoire de plastique, là.
Ça m'a pas égayé ma journée, ouais. Hem, bon, voilà, du coup, bah, lui, bon après, il a quelques idées, sur, en gros, il dit, en gros, va falloir mettre des pulls l'hiver, va falloir manger moins de viande, va falloir manger un peu moins de trucs variés en hiver, taxer le kérosène, avoir des petites voitures, taxer les data centers, faire des Ouais, trucs bah progressifs. C'est quand là, tu ça rejoint un peu le PTEF, quoi. Ouais, c'est ça. Ils disent: «Tu prends trop l'avion, faut que ça soit progressif, si tu veux juste te chauffer, pour survivre, c'est cool, mais si tu veux chauffer ta piscine l'hiver, bah, ça devrait coûter plus cher». Bon voilà, c'est des trucs, heu, dont on avait déjà parlé, mais ouais, je trouve que l'aspect irréparable, est quand même, est quand même assez glaçant, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Mmh. Bah, l'aspect irréparable ou l'aspect, le coût ou le temps de réparation est démesuré, quoi. Mmh, mmh mh. Bon voilà, du coup sur cette note, optimiste, on va finir. Et je sais pas, c'est à creuser ce qu'il dit, c'est un peu marrant, ce qu'il raconte dans sa conclusion. C'est qu'il va dire que, hem, sur, 750 milliards de prestations sociales en France, tu as 450 milliards qui proviennent des cotisations sur les salaires et donc sur le travail. Et donc en gros, ce qu'il explique, c'est que le travail, ça coûte cher aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est sa première constatation. Hem Et ça, c'est à comparer aux 50 milliards de recettes qu'on pourrait appeler environnementales. Donc tout ce qui est taxes sur les carburants. Donc 450 milliards qui proviennent des taxes sur le travail, 50 milliards qui proviennent des taxes sur le carburant. Et il faut comparer ça aussi à 4 milliards qui proviendraient de la taxe carbone. Et donc en gros, où est-ce qu'il veut en venir? Il dit que l'ordre de grandeur est parlant. C'est-à-dire que la composante carbone dans la fiscalité de l'énergie, ça représente en gros, moins de 1. Et il y a aucune, taxe sur, la consommation des ressources, sur l'artificialisation des sols, sur la production de déchets, ça existe pas. Et donc en gros, on arrive à une sorte d'aberration selon lui, c'est-à-dire que le travail, ça coûte cher, mais pas l'énergie et les ressources. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en gros, lui, il dit: «Beh, pourquoi ne pas inverser la fiscalité?» C'est-à-dire, travailler pour, pas cher, mais rendre, bah, la consommation de ressources et la pollution, chères, quoi. Il parle d'un glissement progressif sur 10 ans. Tu vois un peu ce qu'il veut dire ou pas? Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai toujours été, je trouve ça vachement intéressant tout l'aspect internaliser les externalités négatives, tu vois. Donc, bien sûr, en gros, internaliser le coût écologique dans le prix ou dans la taxation des choses. Mmh. Donc, moi, sur l'aspect grandement accroître la fiscalité ou intégrer dans la fiscalité le CO2 émis, l'artificialisation des sols, etc. Moi, je suis complètement pour. Mais je trouve ça novateur le fait de comparer à la fiscalité du travail. J'avais jamais entendu ça auparavant. Ouais, mais et les ordres de grandeur sont intéressants, en fait, si tu veux. C'est qu'en gros, il y en a un qui est quasiment rien par rapport à l'autre, en fait. Oui. Et non, mais c'est vachement intéressant. Et, Et et en fait, c'est parce que tu sais, genre, en fait, l'intérêt de la fiscalité, au-delà d'apporter de l'argent au budget de l'État, c'est le principal usage de la fiscalité, c'est aussi d'orienter les comportements, tu vois. oui, Et, c'est ça. et effectivement, genre, quand tu rends la pollution euh, pas chère et que tu rends le travail cher, bah, les gens, ils vont avoir tendance à moins enfin, les agents économiques, ils vont avoir tendance à moins embaucher et plus polluer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça, exactement. Et Parce donc qu'en fait, ça paraît aberrant, en fait, ouais. Ouais. exactement, parce qu'en fait, pour faire du profit, toi, ton objectif, c'est de faire du profit, Mmh. bah, tu vas utiliser tous les moyens qui sont à ta disposition. Bah, en fait, ce qui pollue ou cramer des hydrocarbures, etc., globalement, ça coûte pas cher. Employer des gens, ça coûte cher. Tu fais ton arbitrage de manière à assurer le survie de ton entreprise. Tu Mmh. vois. Et du coup, ça pousse les gens à moins embaucher et plus polluer. Tu vois. Alors Mmh. que si on renverse la fiscalité, bah, les gens, idéalement, les agents pollueraient moins et embaucheraient plus. Quoi. Mais tu vois, enfin, moi, quand j'avais lu ça, je m'étais fait la réflexion, mais en fait, c'est un peu chelou parce que je me suis dit, tu sais, si tu fais travailler les gens un peu plus, bah, tu sais, globalement, on a souvent dit que le travail, en gros, bah, plus tu t'excites, plus tu mobilises des flux,
Et donc, bah, plus ça pollue et plus plus Ouais, c'est nocif sur ce genre de sujet-là. Mais en fait, en réfléchissant, tu vois, je me dis, bah, si tu taxes, la pollution, les matières premières, des choses comme ça et que tu commences à détaxer le travail, en fait, forcément, bon, il le dit dans son bouquin aussi, en fait, forcément, le travail va venir, au service de ces choses-là. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, ouais, le travail va s'engouffrer, en fait, dans bah, je fais des, repair cafés, tu vois, dans les agglomérations. exactement. Je fais des, j'en sais rien moi, des trucs pour réparer les vélos, enfin, tu vois? Et en gros, il y a moyen que ça s'engouffre dans la brèche de, avoir un travail qui sert à compenser le fait que, bah, les ressources et la pollution sont devenues chères, en fait. Ouais, exactement. Mmh. Et en Voilà. fait, ces travaux-là ne seront jamais créés ou ne seront jamais rentables tant que le coût de polluer n'est pas cher. Mmh. Mmh, mmh, mmh. En fait, en gros, fournir un service de réparation, ça ne sera jamais rentable tant que polluer, c'est pas cher, parce que du coup, il vaut mieux acheter neuf, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, euh, l'intérêt d'internaliser les coûts de pollution, c'est pas uniquement de réduire la pollution, c'est aussi de viabiliser des métiers qui favorisent la transition énergétique. Tout à fait, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et ça, c'est plutôt malin. Hem Et donc on va finir par une petite phrase de conclusion. Donc lui, il nous propose d'imaginer un monde où, une part importante des activités serait consacrée à réparer, à embellir notre environnement et nos lieux de vie, plutôt qu'à produire et à jeter ensuite. Un monde où on s'extasierait sur les mains magiques d'un réparateur. Un monde où on chanterait les louanges du vélo. Un monde où on aurait trouvé autre chose que la consommation d'objets polluants, pour marquer nos différences ou afficher notre réussite. Un monde où les stars hollywoodiennes arriveraient sur le tapis rouge dans des voitures «pot de yaourt» entre guillemets, voilà. Armons-nous de courage, retroussons nos manches et restons optimistes. Si les choses continuent d'empirer, elles ne le font pas plus que d'habitude, tandis que les prises de conscience, elles progressent. Philippe Biouy, le bonheur était pour demain. Genre, On aime bien. on aime bien ce gars et je sais pas moi, il m'a fait bader avec les histoires d'irréversibilité. Mais donc ouais, en gros, moi c'est globalement des trucs qu'on avait déjà vus. Je sais pas s'il y a des grosses nouveautés, Non, il y a pas de grosses nouveautés, mais il y a quelques nouvelles perspectives et puis même genre, il y a tellement urgence que genre, qu'il y ait une autre forme de récit sur le même sujet, c'est toujours intéressant. Genre même rien que le fait de le packager différemment, bah, ça va peut-être parler de Ouais, ouais, ce type de récit va ouais. parler à d'autres types de personnes, tu vois? Oui, oui, je suis d'accord, mais c'était assez joli. D'ailleurs, je vous recommande le livre avec les petites promenades, c'est assez sympa. Et voilà, bah, le gars, on l'aimait bien, donc on a voulu tester un bouquin et c'était cool. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter ou tu veux qu'on Non, c'est tout. allez. Salut!